Et non, vous ne rêvez pas, il est bien entre mes mains depuis 10 jours. Le Sony A7 IV que Sony vient tout juste d'annoncer est passé entre mes griffes. Bien le bonjour la rue, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous présenter l'A7 IV, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de très bien, du jamais vu dans la gamme Alpha. C'est-à-dire même la 7S III, même l'Alpha One, ils n'ont pas des fonctionnalités qu'il a à l'intérieur. Et il y a aussi du moins bon, du beaucoup moins bon. J'espère que t'es chaud, si c'est le cas, mets ton plus gros like là, maintenant, tout de suite. Abonne-toi et surtout reste jusqu'à la fin parce que je le garde encore quelques temps. Et si jamais t'as envie que je teste un truc en particulier avec un autre boîtier, eh ben ça me fera plaisir de faire une autre vidéo. C'est bon? Allez, on arrête de tourner autour du pot et c'est parti là! Beau gosse, hein? Tout le monde disait on va mettre un petit 4 ici. Non, sobre, élégant, il apparaît au-dessus du boîtier. Et Sony l'annonce comme redéfinissant les standards de la photo et de la vidéo. C'est vrai qu'il y a 2 ans et demi quand la 7 III est sortie, il y avait pas mal de gens qui l'adoraient, d'autres qui le détestaient. Mais on va pas le nier, c'est un super boîtier, c'était un peu la référence. Tout le monde en parlait, tout le monde a fait des photos et des vidéos exceptionnelles avec un A7 III. Et la question c'est, est-ce que la 7 IV va corriger les erreurs de son petit frère? Et surtout, est-ce qu'il va arriver à rassembler les foules? Alors, je vais pas vous spoiler, mais il y a quand même de grandes chances. C'est bien parti pour. On va diviser cette vidéo en 4 parties. Première partie, je vous présente le boîtier, ce qu'il a de nouveau, ce qu'il a d'ancien, ce qu'on connaît déjà, ce qu'on va découvrir. La partie photo, la partie vidéo et une partie conclusion avec ouverture, bien évidemment, sur la concurrence. Je vous rappelle que je ne suis plus ambassadeur Sony, d'accord? Sony ne m'a pas payé pour cette vidéo. Ils n'ont pas vu la vidéo avant vous, donc ils n'ont aucun droit de validation. Le but, c'est vous donner mon avis objectif, mais vous le sentez, comme d'habitude, sur un nouveau matériel. Je suis assez excité, mais en même temps, très énervé. Allez, j'arrête de fabuler, on y va, let's go. Ce boîtier, on le connaît, c'est le boîtier de 4ème génération qu'on retrouve avec la 7S III. Avec son écran rotatif entièrement tactile qu'on adore, la nouvelle architecture de menu tactile aussi, et bien évidemment son petit système de refroidissement qui annonce une préchauffe assez bien maîtrisée, on en reparlera tout à l'heure. Donc un boîtier bien solide, une bonne prise en main, ça change de la 7 III et ça a fait ses preuves, ça c'est nickel. Niveau connectique, on se retrouve clairement avec un A7S III, avec de l'HDMI 2.1, micro et casque en jack 3.5, on a l'USB-C 3.2 et un micro USB. Après, c'est au niveau des espaces de stockage. Là, on voit que Sony a commencé légèrement à brider le boîtier et tu sens un petit peu de la douille arriver. En gros, sur les 2 slots, ils en ont mis qu'un seul qui est compatible Safe Express de type A et SDUHS 2. L'autre est uniquement SDUHS 2 et c'est bien dommage parce que tango la place quoi. Voilà. Au niveau des boutons, 90% des boutons sont les mêmes, avec le bouton rec sur le dessus, le C1, le C2, le C3, le C4, le C5, le C6, le C7, le C8. Il y en a 15 de boutons personnalisables, donc autant vous dire que je peux continuer. Bref, il y a 2 nouveautés. La première, c'est ce sélecteur de mode. Vous pouvez passer de la photo à la vidéo ou à SNQ en un geste ultra rapidement. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que vous avez des modes programmables 1, 2 ou 3. Et c'était chiant de passer programmation 1, c'est de la vidéo, le 2, c'est de la photo, mais si je veux faire photo et vidéo, comment on fait? Et bah là, en fait, vous en avez 6. C'est-à-dire que quand vous êtes en photo et que vous êtes en mode 1, vous êtes en mode personnalisé photo 1. Mais si vous switchez sur vidéo, vous passez en mode vidéo personnalisé 1. Et en termes de réactivité, c'est sans égal. Pareil pour les réglages, vous passez de réglage photo à vidéo en un clic. Franchement, GG les gars, ça, on aime. Ensuite, il y a 2 petites molettes là, dont une qui a fait son apparition. Pareil, nouveauté, une molette qui n'est ni graduée, qui a une course sans fin et qui est bloquable. On peut la bloquer, qui à la base était la molette de correction d'exposition. Et je me rappelle avoir dit aux ingénieurs, mais les gars, mais pourquoi vous nous mettez une molette qui n'a que ça comme utilité? Et ben, en fait, les gars, je sais pas si c'est moi, j'en sais rien, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pleins. Ils ont dit, bah ouais, t'as raison. En gros, on va mettre une molette. À la base, c'est la correction d'expo. Mais si tu veux mettre un bouton personnalisé dessus, c'est bon. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une multitude de personnalisations possibles. Surtout si t'as un petit bouton ici, là, AF, MF sur l'objectif. Enfin, ça devient un boîtier ergonomiquement, j'ai pas grand chose à lui dire. Allez, sélecteur de vitesse ici en photo, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on s'approche du presque parfait. Par exemple, vous pouvez très bien attribuer la gestion des ISO
ici. Et comme ça, boum boum, vous changez, hop, vous bloquez les ISO, comme ça vous êtes sûr que ça bouge pas. Et même limite pas la gestion de la balance des blancs. Bam 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 bam. En mode Kelvin. Tu mets chaud, froid, tu bloques. Putain, c'est génial. Je viens d'y penser, no joke. Devant, vous avez l'impression de retrouver la capsule de la 7S3 pour la balance des blancs. Eh ben, c'est pas le cas. Voilà, moi aussi je pensais, mais en fait, c'est juste qu'ils ont repris le boîtier, ils ont enlevé la capsule. On a fait des tests, honnêtement, vous allez voir de toute façon dans le comparatif A7 III, A7 IV, mais là, juste pour la gestion automatique de la balance des blancs, on s'est mis en mode full auto, on avait les deux boîtiers, et bah la 7 IV est quand même beaucoup plus réactif, beaucoup plus juste en termes de colorimétrie. Bon, c'est vrai que la 7S3, si on compare, il est plus rapide et encore plus précis. Disons que c'est A7 III, A7 IV et A7S3. Parce que la 7 IV se débrouille quand même pas mal en gestion de balance des blancs automatique. Au niveau du viseur, alors, le viseur, il y a des trucs cool et des trucs moins cool. Le premier truc cool, c'est que on a gagné à peu près 40% en termes de définition. On passe de 2300 à 3900 points. On est loin des 9400, enfin c'est 9 400 000, mais vous avez compris, points de l'Alpha One ou la 7S3. Mais on est sur un truc complètement redéfini. Donc en fait, même si il a un grossissement similaire à la 7 III, honnêtement, il paraît mieux. En fait, il paraît mieux. Ouais, moi, j'aime bien. Il n'y a pas de lag, il n'y a rien. Franchement, c'est assez agréable. On a 120 Hz, donc 120 images par seconde de rafraîchissement. Donc ça, c'est encore plus agréable. Et ergonomiquement, je trouve beaucoup plus agréable. C'est les nouveaux viseurs de l'Alpha One et de la 7S3 en fait. Passons maintenant au capteur. Première surprise. Oui, on peut fermer le rideau pour le protéger des poussières. Bien pratique, ça on adore. 33 millions de pixels rétro-éclairés, Exmor R. On n'est pas sur un capteur stacké, ça c'est très important, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais pourquoi il y a ci, il y a ça. L'Alpha One a un capteur stacké qui lui apporte beaucoup plus d'avantages. Là on va être vachement limité, vous allez comprendre très vite. Mais tout nouveau capteur, 33 millions de pixels, 37% de pixels en plus que la 7 III. Ça se rapproche un petit peu de la 7R3. On est encore loin de la 7R4 ou de l'Alpha One, mais dans tous les cas, c'est pas ça qu'on cherche. On veut un appareil polyvalent. Et ça tombe bien, on va avoir une meilleure gestion du bruit. Niveau sensibilité, on monte à 200 800 ISO en photo et 102 400 en vidéo. Pas de changement par rapport à la 7 III. Derrière le capteur, on a le processeur, le Beyonzi XR, un double processeur qu'on retrouve dans la 7S3 et dans l'Alpha One. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi Sony a un peu bridé son appareil, parce qu'on sait que le processeur est capable de gérer des calculs de fou. Voilà, on s'attend à des specs de malade et on est un petit peu déçus. Bref, avant de passer aux nouveautés photo et vidéo, je sais que vous attendez ça, je tiens à prendre 2 minutes pour vous rappeler un petit peu les fondements d'un bon appareil photo. Encore une fois, on parle de la référence, de la base pour les prochaines années. Et en fait, la 7 IV est le modèle de base de la gamme Alpha 7. C'est le premier modèle, c'est l'entrée de gamme, on va dire. En gros, au-dessus, vous avez le R et le S qui ont des spécialités différentes. Mais lui, c'est le petit frère. C'est juste pour vous rappeler que n'allez pas chercher les fonctionnalités qui est dans l'Alpha One, alors que le truc, il vaut 7000 boules, quoi. Bref, premièrement, la fiabilité. On connaît les produits, on connaît le boîtier, c'est celui de la 7S III. On sait qu'il est résistant, il est compact, il est léger. Il fait 9 grammes de plus que la 7 III, 659 grammes, je crois. On est sur quelque chose de rapide, l'autofocus. L'appareil est réactif, il va pas surchauffer au bout de 20 minutes. Il est polyvalent. Voilà. C'est tout. Première étape, rappelez-vous qu'on est sur un boîtier compact polyvalent. Deuxième point hyper important, c'est la dynamique de l'image. Ça nous saute pas aux yeux, c'est pas forcément évident, mais je vous le dis, on gagne environ un stop. Alors il y a les experts qui vont me dire oui, mais t'as pas fait des mesures, je m'en branle. Quand je vois ces deux images, j'en vois une surexposée, alors que l'exposition dans les ombres sont les mêmes. Ça nous donne quoi? Une meilleure polyvalence. En post-production, encore une fois, le plus d'informations on a dans une image, le mieux on va pouvoir la retravailler. Et c'est hyper important de l'avoir en conscience. On sait que la dynamique de Sony est excellente sur la 7S III. On n'est pas sur des Harry, des Alexa, des machins, etc. Mais on s'en fout. On n'est pas dans le même domaine. On parle d'un boîtier, encore une fois, entrée de gamme. Et troisième chose, et pas des moindres, la colorimétrie. Comment on a fait pendant des années? Non, on passait plus de temps en post-prod qu'autre chose. Ouais, je suis désolé, mais la 7 III, il est complètement rose. On dirait Babe, le cochon. Non? Vous avez pas la ref? Putain, je suis trop vieux. Bref, on a la colorimétrie de la 7S III et de l'Alpha One. Alors même s'ils disent que c'est la même, on se rapproche plus de l'Alpha One et on a le S-Cinetone dedans. Donc vous imaginez qu'en fait, on est en train de créer des gammes qui se complètent, qui peuvent avoir des fonctionnalités différentes, etc. Et là, encore une fois, polyvalence en post-production. Tout ça pour vous dire qu'il vous faut un boîtier polyvalent. C'est son but. C'est pour ça que c'est peut-être la référence dans les prochaines années. C'est son but. Point. Il doit être polyvalent. Il n'est pas le meilleur. Il est bon dans tout.
Maintenant que vous avez ces informations en tête, passons à la photo, à la vidéo, et là, préparez vos meilleurs punchlines parce que effectivement, vous allez avoir des choses à dire. Dans le positif, parce que, encore une fois, il y a des choses qui n'existent même pas sur l'Alpha One qui sont dedans, voilà, et des choses assez négatives. Je vous le dis tout de suite, pour ne pas venir, bouffer des parts de marché de la 7S3 ou du R4. Voilà, tout simplement parce que, encore une fois, il a la même puissance, donc il serait capable de faire des choses monstrueuses. Je peux comprendre Sony, ils veulent rester une entreprise fluctuante, mais il y a quand même 2-3 trucs où je leur dis non, là, non, c'est pas cool. C'est pas cool parce que il est capable de le faire. Ce processeur à l'intérieur, il est capable de faire de la 8K30, de la 4K120, du truc. Alors, venez pas me dire, oui, mais... Bref, allez. On arrivera en conclusion, je vous dirai ce que j'en pense. On commence par la photo, une partie qui me hype le plus avec les 33 millions de pixels qui vont faire des heureux, une qualité d'image toujours aussi bonne. On a fait des tests avec la 7 III, la 7R3, la 7S3 et à part le nombre de pixels qui fait une meilleure définition, on n'a pas vu vraiment de différence notable. On voit peut-être que le piqué est un peu meilleur sur la 7 IV que la 7 III, mais globalement, ce petit capteur de 33 millions de pixels marche très bien en photo. C'est du RAW 14 bits, on a l'habitude de ce format. En JPEG, on a le nouveau format HEIF qui vient apporter la 4.2.2 et qui, au niveau de la colorimétrie, est vraiment meilleur par rapport à la 7 III qui est toujours en 8 bits en 4.2.0. Au niveau de la rafale, là, c'est le premier coup dur. On est toujours à 10 FPS et pas en RAW compressé. On est autour de 6 FPS en RAW compressé. C'est en RAW non compressé. Là, j'avoue, Sony, vous auriez pu mettre un petit 12 ou 15 FPS, ça n'aurait pas fait de mal. Le shutter est disponible en mécanique ou électronique, pas de différence de vitesse en rafale. Par contre, une prise de vue entièrement silencieuse qui va ravir nos photographes de mariage. Ce qui change vraiment, c'est la taille du buffer. Le buffer, c'est le nombre de photos que vous pouvez stocker à l'intérieur de l'appareil avant qu'il se décharge sur la carte. En CF Express de type A, il est inexistant. On peut prendre jusqu'à 800 photos RAW plus JPEG et mettre une demi-seconde à reprendre des photos derrière parce que tout est déchargé grâce à la vitesse de la CF Express de type A. Par contre, quand on met une classe G, donc la plus haute gamme de la carte SD de chez Sony, on tombe rapidement à un buffer qui se remplit en 4-5 secondes. Ça, c'est un peu dérangeant, même si au final, on a quand même pris beaucoup de photos. En JPEG, on a moins ce problème. Le buffer arrive beaucoup plus tard et encore une fois, complètement inexistant avec une CF Express de type A. Concernant l'autofocus, Dern, c'est le même que l'Alpha One. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, il est ultra rapide, quasiment instantané. On a vraiment une mémoire de l'appareil photo qui nous évite quoi? L'effet de pompage. Je pourrais faire ça pendant des heures, on voit que le focus sait ce qu'il fait. Il va pas pomper, il va pas chercher plus profond, moins profond. Vraiment, il est quasiment instantané. On a le suivi des yeux, bien évidemment pour les humains, mais aussi les animaux et les oiseaux. Ça, c'est une fonctionnalité qui est arrivée avec l'Alpha One et la 7S III. Si ça ne suffisait pas encore, l'autofocus en continu marche jusqu'à f22, alors que la 7 III était jusqu'à f11. Et ça va nous permettre d'être encore plus polyvalent et créatif en plus. Pour ce qui est du flickering, alors il a la même option que l'Alpha One, c'est-à-dire un obturateur variable avec des chiffres assez bizarres qui va peut-être l'enlever le flickering. Je ne peux pas vous l'assurer parce que ici j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui fliquait et comme j'ai vu l'option assez tardivement, je pense que ça sera dans la deuxième vidéo. Et c'est tout pour la partie photo. Oui, c'est rapide, mais parce qu'en fait il n'y a pas de défaut. La montée en ISO, on va la voir en vidéo. Rafale, focus ultra rapide, qualité excellente. Je vois pas quoi dire de plus. Maintenant, passons à la partie vidéo qui va en décevoir, je sais, plus d'un, mais vous inquiétez pas, il y a des nouveautés qui sont ultra intéressantes et j'ai hâte de vous les présenter. Enfin, je vous en parle depuis le début de la vidéo. On sait aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'attentes, notamment sur la 4K, donc 10 bits 4.2.2, mais surtout 60 images par seconde. Préparez vos claviers. Parce que au niveau de la 4.2.2 10 bits, on l'a, voilà, on a les mêmes codecs que la 7S III, donc en All Intra et en H265 jusqu'à 600 mégabits seconde. Donc qualité, on sait ce qu'elle est, vous la connaissez, en plus avec la colorimétrie, etc., c'est nickel. Par contre, la 4K60, alors on l'a, et elle est croppée en 1,5 fois. Moi aussi, j'ai été choqué quand j'ai appris ça, mais j'ai compris pourquoi. En fait, ça vient de deux problèmes. Le nombre de mégapixels, 33 millions de pixels, et surtout, la technologie du capteur qui n'est pas empilée comme sur l'Alpha One, et donc du coup, c'est très difficile de décharger les images, et vous allez voir que ça va être la cause de pas mal de limitations au niveau de la vidéo. Pour le reste, Full HD, 120 fps, H264, H265,
all intra, bref, tutti quanti comme la 7S3. Déjà, et c'est important de le rappeler, le capteur a la possibilité d'avoir le mode Super 35 en 4K, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cropper dans l'image sans perdre en qualité. En tout cas, on ne l'avait pas dans la 7S3 et je trouve que ça manque terriblement de pouvoir vraiment cropper 1,5 fois dans le capteur quand on veut. Coup dur pour les vidéastes, il n'y a pas de sortie en ProRes RAW via l'HDMI, donc via un Atomos. Ce n'est pas du tout prévu par Sony. Je pense que Sony a bridé complètement cette fonction volontairement pour éviter de bouffer des parts de marché à la 7S3, parce que tu me mets une sortie en ProRes RAW en 4K 50 full frame dessus, Ouais, ou même en 4K 30, là franchement clairement tu deviens, tu vois, dans 90% des cas, donc interview vidéo corporate, etc. Et on se rappelle que Daniel Schiffer fait des merveilles avec un A7 III, donc encore une fois, là c'est Sony qui a pris une décision pour éviter de tuer son boîtier préféré en vidéo, la 7S III. Il est stabilisé jusqu'à 5,5 stops comme sur la 7S III et versus 5 stops pour la 7 III. Encore une fois, ça on sait que c'est très compliqué à mesurer et surtout, c'est pas forcément révolutionnaire, on est d'accord. Par contre, vous avez la stabilisation active qui marche très bien. Ça va vous permettre, si jamais vous faites du run and gun, vraiment d'avoir des plans beaucoup plus propres. Et j'en ai jamais parlé en vidéo, mais il y a aussi une option avec le logiciel Catalyst qui permet d'analyser les données gyroscopiques de l'appareil et de stabiliser en post-prod. Et ça marche très bien. Je pense que si ça vous intéresse, j'en ferai une petite vidéo dédiée parce que ça peut vous sauver vos plans. Au niveau de la surchauffe, aucune surchauffe en 4K 25 all intra. On avait une carte CF Express de type A de 160 gigabits et honnêtement, on a rempli la carte. On avait la batterie chargée, on avait même l'écran en mode luminosité maximale et ça a même pas affiché le voyant de chauffe. Par contre, en 4K 50, au bout de 50 minutes, il nous a dit ciao, bonsoir. En même temps, qui filme 50 minutes en 4K 50 ? Le temps de formater la carte, de l'éteindre, de le rallumer, on a pu refilmer 20 minutes. Franchement, c'est une belle perf. Et surtout qu'en 4K 50 H264, il n'y a pas de limite de chauffe. Par contre, au niveau des codecs, petite précision, l'H265 ne propose que du 4K 50 et pas 25. Et oui, sur la 7S III, l'H265 propose du 50 et du 100. Mais comme on filme tout en 50 avec un 7S III, on s'en était pas rendu compte. Et la 4K 25, c'est soit du all intra, soit de l'H264. Voilà. Le quoi ? Le rolling shutter. Comment vous dire ? C'est le même que la 7 III. Ouais, choqué et déçu. Mais encore une fois, le capteur, 33 millions de pixels, on lit la totalité des pixels, d'accord ? Sans pixel binning, c'est full read out, mais clairement, les poteaux, t'as l'impression que c'est des roseaux avec une tempête force 47, quoi. Maintenant, et on l'a vu durant toutes ces années, ça ne nous a pas empêché de faire des belles images, et surtout si vous réglez votre shutter à 180 degrés comme la règle cinématique le préconise, en fait, toutes les lignes qui sont un petit peu obliques deviennent floues, puisque vous faites un flou de mouvement, et c'est moins visible. Oui, j'essaie de me rattraper, qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà, le rolling shutter il est éclaté, ok ? En 4K 50, par contre, j'ai fait le test versus 4K 30 en croppé pour avoir vraiment le même ratio image, parce que c'est pareil, c'est la même fonctionnalité, on a moins de rolling shutter en 4K 50 qu'en 4K 30. Voilà, c'est déjà pas mal, on est d'accord ? Bon, c'est pas non plus révolutionnaire, mais il y en a moins. Je vous dis, la technologie capteur empilé, ça fait des miracles. Vous allez me dire, la 7S III n'a pas de capteur empilé, c'est vrai, mais 12 millions de pixels. Voilà. Place à l'autofocus, on le connaît chez Sony, il est excellent, rien à dire, il surpasse la 7 III, même si au final la 7 III était déjà très bon, mais comme il y a un suivi de l'œil, c'est encore plus précis. Et surtout, l'IA, j'ai l'impression qu'elle est vachement plus améliorée parce que la 7 III parfois, il buguait. Mais c'est fluide, c'est beau, c'est... Wow. L'autofocus et les nouveautés qui vont avec, que je vais vous présenter là, c'est vraiment irréprochable. À noter qu'on a aussi la détection de l'œil des oiseaux et des animaux en continu, en vidéo, et que ça n'existe pas sur la 7S III et l'Alpha One. Peut-être une future mise à jour, je ne sais pas. Et enfin, on a la possibilité de toucher l'écran, même si on est en manuel focus, pour refaire le focus. Voilà, ça existait sur la 7S III. Et on a aussi la possibilité de faire du tracking en autofocus. Ça, on l'a depuis la 6600. Donc ça fait déjà quelques années, ça marche très bien et c'est très cool. Place maintenant aux nouveautés. Oui, monsieur, 3 nouveautés qui n'existent dans aucun modèle de Sony Alpha. Donc Alpha 7, Alpha 9 ou Alpha One. Il n'y a personne qui l'a.
Personne. La première nouveauté, AF Assist. Imaginez vous êtes sur un bord de plage, vous suivez un sujet, le sujet est dans le focus, etc. Et c'est cool, mais vous avez un coucher de soleil derrière et vous voulez aller faire le focus sur le coucher de soleil, donc vous êtes en autofocus, hein, ok? Première étape, vous touchez l'écran, ouais, ça va faire un pouf comme ça, c'est pas très beau. Et bien là, c'est une technologie qui existe dans la FX6, la Cineline, le haut de gamme. Vous allez pouvoir tout simplement tourner la bague de focus de votre objectif pour aller faire comprendre à l'appareil que vous allez chercher un autre point de focus. Et là, en fait, il va vous accompagner tout en douceur. Vous gérez la vitesse, vous gérez l'intensité et après, il va reprendre le lead avec son autofocus sur l'arrière-plan. Je trouve ça super intéressant parce que vous tenez votre appareil, donc vous êtes stable et vous allez pouvoir comme ça jouer avec la bague de focus pour aller chercher, je sais pas, un premier plan avec un téléphone portable, les yeux et peut-être la personne derrière qui regarde ou j'en sais rien. C'est dingue, j'adore. Deuxième nouveauté exclusive encore une fois, le Focus Map. En gros, c'est l'évolution du focus picking. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui est dans le focus, avant le focus et après le focus. Et c'est hyper intéressant si jamais vous hésitiez entre 2, 3, 4 ouvertures différentes pour savoir si votre sujet est entièrement dans le focus ou non. Là, avec cette fonctionnalité, clairement, vous allez tout de suite le savoir. Vous allez pouvoir fermer votre diaph, changer vos réglages, etc. pour être sûr que vous avez une zone de netteté qui vous convienne. Moi, j'avoue, avant, je prenais une application pour savoir un petit peu la distance et compagnie, etc. Là, on est sur le terrain. Ça se fait très bien. C'est en direct et c'est une superbe évolution du focus picking qui reste toujours disponible. Troisième nouveauté, et pas des moindres, le Breathing Compensation. En gros, la compensation de respiration. C'est cet effet de zoom ou dézoom, distorsion d'image, vous appelez ça comme vous voulez, qui se passe quand vous faites le focus au premier plan très proche versus un deuxième plan plus loin. Et ça s'accentue en fonction de la distance, de différence de focus en fait. Et cette fonctionnalité va vous permettre de compenser, d'avoir un aspect ultra linéaire de votre plan. Ça fait très ciné, moi j'aime beaucoup. Ça crop environ 8% dans l'image, mais par contre, derrière, vous avez un plan qui est genre nickel. Alors, ça marche de manière logicielle, c'est un algorithme, ça demande d'étudier très précisément les courbes de focale d'optique, etc. Donc ça, c'est les termes ingénieurs, même moi, je ne maîtrise pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a 15 optiques, dont le 50 mm f1.2, qui sont compatibles. Mais par exemple, moi qui teste en ce moment le Tamron 2875 G2 qui est excellent, eh bien, il n'est pas compatible. Donc, cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur la 7 IV. Est-ce que ça sera disponible plus tard? Je ne pense pas. Je pense qu'ils veulent garder un petit peu cette fonctionnalité prioritaire pour vendre plus d'optiques parce qu'on sait qu'il y a des optiques comme celle du Tamron qui arrivent et qui sont très performantes. Encore une fois, c'est une question de moula. Avant-dernière partie, la montée en ISO, et sans surprise, elle est meilleure que la 7.3, mais vraiment meilleure, surtout avec cette putain de différence colorimétrique. Encore une fois, je suis désolé, mais j'hallucine sur la colorimétrique de la 7.3, mais franchement, comme elle était éclatée, c'est dingue. On a une meilleure montée, par contre, on n'a pas de palier caché, vous savez, comme à 12800 ISO sur la 7.3, qui permet de lisser un petit peu le bruit, mais cependant, j'ai trouvé que la montée en ISO était meilleure. Après, quand on monte dans les extrêmes, forcément, c'est difficilement exploitable, mais bravo encore une fois, well done Sony pour la gestion du bruit, ça fait plaisir, colorimétrie nickel, un S-Log 3 exploitable, le Cinétone, le machin. Bref, en vidéo, vous l'aurez compris, les seuls points faibles sont peut-être le rolling shutter, encore une fois qu'on peut corriger un petit peu avec le flow de mouvement, mais la 4K 60, on verra dans la conclusion. Pour moi, c'est dommage, mais c'est pas non plus une grosse tache noire. Une dernière nouveauté qui est liée à la vidéo par rapport à la 7.3, c'est la fonction streaming en USB-C. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre caméra pour faire des meetings, des lives sur Twitch ou quoi que ce soit, sans avoir de boîtier d'acquisition. Et avant, c'était limité en 720p, je crois. Là, on est passé à la 1080p en 60 images par seconde, et même la 4K à 15 images par seconde. Ouais, je comprends pas trop pourquoi, mais c'est une belle évolution. Ça permet de rendre encore son boîtier plus polyvalent, et ça fait plaisir. Bon! Est-ce qu'on n'a pas bientôt fini cette vidéo? Vous l'aurez compris, moi je suis complètement conquis par ce boîtier. J'en ai précommandé 3, juste pour vous le dire. Parce que je vais complètement renouveler toute ma gamme. Ça va me permettre d'avoir, avec la 7S3, une colorimétrie similaire. L'Alpha One aussi. Bref, je suis très emballé par ce boîtier, malgré le crop en 4K 50. Je suis d'accord. Alors, dans la vidéo, j'ai peut-être dit 4K 60, 4K 50, c'est des erreurs, bien évidemment, de langage. Je suis en PAL et pas en NTSC, mais vous comprenez, on est un peu dans le rush. On est le 21, la vidéo sort dans 2 heures. Allez, on fonce. On a oublié de parler du prix. 2799 €, précommandable maintenant et livré début décembre environ.
Alors, je vous cache pas que oui, c'est un peu cher. Par contre, dedans, on a un chargeur. C'est con à dire, mais dans la 7 III, il n'y avait pas de chargeur. Et le chargeur coûte entre 90 et 100 €. Ça va, c'est correct. Voilà, on aurait préféré un 2499. Là, ça aurait été correct. La 7 III est sortie à 2299 de mémoire. Bref, on va finir sur la concurrence parce que c'est important pour moi d'être objectif encore une fois. Nikon Z6 II, 2200 €, 24 millions de pixels, 14 images par seconde. Après, au niveau du buffer, je sais pas du tout, je pense que celui-ci est beaucoup plus rapide. On a de la 4K 50 aussi croppée 1,5 fois. Par contre, depuis une récente mise à jour, on a le biron en externe grâce à Video Assist de chez Blackmagic. D'ailleurs, un Sony appelé Blackmagic si vous voulez faire un petit partenariat parce que clairement le biron il est au-dessus. Pour moi, le Z6 II est un petit peu en dessous quand même pour ce genre de boîtier destiné encore une fois à du run and gun, à un boîtier qu'on va emmener tout le temps avec soi. On va préférer une meilleure qualité en photo, un autofocus plus rapide, plutôt que d'avoir du biron en externe sur un enregistreur. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas d'écran retournable. Même s'il est moins cher, il reste une bonne alternative. Je ne dis pas le contraire, c'est un bon appareil, mais je préfère la 7 IV. Enfin, on a le R6 à 2699 €. Ça, c'est son prix de sortie, mais je crois qu'il ne s'est pas très bien vendu. Du coup, ils l'ont mis à 2499 €. Capteur 20 millions de pixels, donc là, clairement, on est limite 50% plus petit en termes de définition. Par contre, 20 images par seconde en rafale en obturation électronique, 12 en mécanique. Là, clairement, bah, tais-toi. Non, tais-toi, la 7 IV. Après, niveau 4K 50, je sais qu'il le fait avec un léger crop de 10%. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais je crois. Dynamique d'image qui est vraiment moins bonne que Sony, sauf si tu passes par le C-Log qui, je crois, a été retravaillé depuis. J'ai pas les dernières mises à jour, mais on va dire que Sony est un tout petit peu au-dessus quand même. Et dernière chose, et pas des moindres, il surchauffe beaucoup. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, le truc est inutilisable. Si vous cherchez un truc vraiment polyvalent, vous vous rendez compte qu'en fait, la 7 IV, ok, il est plus cher, mais en fait, il fait tout bien. Voilà, il fait tout bien. Le seul petit caillou dans la chaussure, c'est encore une fois la 4K 50. Le reste, bah, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de le commander. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien de revenir vous voir. J'ai peut-être loupé des trucs, encore une fois. J'ai pas eu beaucoup de temps pour bosser dessus, mais j'ai donné le max avec toute mon équipe. Yo, Fab, Elise, enfin tout le monde. On a bossé comme des tarés. Mais encore une fois, ton plus gros like, n'oublie pas de t'abonner. Et je te revois très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. La bise!